On avait convenu un peu de faire la soirée aujourd'hui sous forme de conversation. Ça veut dire que vous êtes aussi invités à participer de la conversation. Disons qu'en tant que public, je commence, je me lance en posant des questions à Rodolphe et à Lynn, mais en vous racontant un peu une expérience que j'ai eue récemment. Ça veut dire que j'ai lu tout récemment de l'autre côté du miroir, au Japon. J'étais au Japon et j'ai eu la bonne idée de prendre ce texte pour lire, et c'était absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que par exemple, il y avait un menu en anglais qui disait fruits, puis ensuite bœuf de Kobe, puis ensuite poisson, puis ensuite etc. Et lorsque arrivaient les plats, c'était un potage, puis ensuite un poisson cru, et qui n'avait rien à voir avec ça, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait le lire de droite à gauche. Même si c'était en anglais, il fallait le lire de droite à gauche. Et puis ensuite, je prenais Alice de l'autre côté du miroir et je continuais. Et puis le menu, évidemment, c'était du poisson, du poisson, du poisson, du poisson. Je dois découvrir les fruits. Et puis Alice, de l'autre côté du miroir, c'était les poèmes qui parlent de poisson, de poisson, de poisson, de poisson. Donc c'était vraiment le bon endroit pour lire, pour faire cette expérience. Vous avez parlé là de toute une série de choses qui peuvent nous mener dans des directions très différentes, que ce soit par exemple les questions géographiques, la question de son intérêt par les filles. Je pense que les biographes, ils se sont passionnés un peu, peut-être presque un peu trop, par cette passion qu'il avait par les filles. Ils font tout plein d'hypothèses autour de ça. Il y a aussi la question de la photographie. Il y a cette question de la censure de la famille. Qu'est-ce que la famille a censuré? Pourquoi la famille a censuré? Alors il y a aussi tout plein de spéculations. Mais peut-être une des choses que j'aimerais qu'on puisse approfondir un peu, c'est déjà cette question que vous deux vous avez parlé, qui ressort très clair dans les problèmes de traduction, qui est ce gap entre la chose représentée et la chose qui représente. En termes linguistiques, on pourrait appeler entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? Que vous avez mis la mort entre le signifiant et le signifié, ça c'est absolument extraordinaire. J'aimerais entendre un peu plus sur ça. Le fait, c'est que dans toutes les traductions, que ça soit par exemple de James Joyce, c'est la même chose, c'est une complication, la traduction de James Joyce. Freud lui-même l'a dit que l'interprétation de rêve serait impossible d'être traduite. Les traductions de Lacan ne parlons même pas, parce que tout ça, ce sont des jeux de signifiants qu'on ne réussit pas à traduire. Et chez Lewis Carroll, il y a ces jeux de signifiants, ces jeux autour du langage qui sont un plaisir immense pour les enfants. Cette histoire de cat, bat, etc., les enfants, ils jouissent de ça, mais pas seulement les enfants, nous aussi, on adore, c'est tout non seulement la poésie, la musique qui est en jeu, dans tous les sens du terme, mais il y a aussi le jeu de ce qui est représenté. Ça veut dire du signifié, ça veut dire que ce sont des jeux de logique. Alors ma question c'est, j'ai senti nettement une différence de style entre Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. J'avais l'impression, c'était comme ça mon intuition, qu'il y avait une certaine liberté dans Alice au Pays des Merveilles, qu'il y avait moins dans l'autre côté du miroir, parce que c'était des questions de logique peut-être plus profondes aussi, mais comme je ne suis pas logicien, j'avais l'impression de sentir les choses sans pouvoir les décrire. Alors je ne sais pas si peut-être vous pourriez les décrire un peu plus pour nous.
Je ne sais pas. Je pense que Alice au Pays des Merveilles, donc le deuxième roman était un très très grand succès aussi, premièrement. Mais pas aussi grand que Alice au Pays des Merveilles. Et je pense que si vous avez lu un des deux romans, ce sera sûrement le premier, donc il moins connu. Effectivement, à travers les miroirs est plus difficile. Ça, je le pense. C'est pour ça qu'il y a des lecteurs qui aiment la difficulté, d'ailleurs, plus qu'autre chose. Je pense surtout à Gilles Deleuze, qui a écrit donc cet immense, extraordinaire livre sur les deux livres d'Alice, qui adore, qui aime encore plus le deuxième, et qui trouve que le grand chef-d'œuvre de Lewis Carroll, c'est un roman qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, beaucoup plus long, qui s'appelle Sylvie and Bruno, que vous ne connaissez sûrement pas, en fait, voilà. La plupart des gens ne connaissent pas. Alice, je crois qu'il y a quelque chose de plus enfant encore, dans l'énergie, Alice elle-même, et petit à petit, il commence à faire autre chose, qui plaît à d'autres lecteurs, en fait. Il n'y aura jamais de film Hollywood ou Walt Disney de Sylvie and Bruno, ça je vous l'assure. Mais c'est vrai que Alice, ça touche et les adultes et les enfants, évidemment. En fait. Encore une fois, cette espèce de dualité qu'on trouve surtout dans son livre. Mais je pense que si on prend plus de temps à lire à travers le miroir, je crois qu'on l'apprécierait plus. Il faut plus de temps. Pour ce qui est plus difficile, évidemment, il faut plus de temps. C'est comme parler de Shakespeare avant, en fait, les pièces de la fin, la plupart des gens ne les aimeront pas autant que les comédies ou bien les pièces romantiques comme Roméo et Juliette. Mais si on prend le temps d'y entrer, c'est un voyage encore plus extraordinaire. C'est ce que je pense personnellement. Ouais. Donc, d'accord. Non, c'était juste par rapport à ce que Renato a soulevé, ce jeu avec le signifiant, hein, qui montre à quel point il y a une différence entre le signifiant et le sens. C'est seulement pour citer un passage très célèbre quand, de l'autre côté du miroir, quand il parle, quand il y a, elle rencontre Humpty Dumpty, qui dans la version que j'ai traduit Gros Coco. Quand moi j'emploie un mot, déclara le Gros Coco d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes, dit Alice. La question est de savoir qui sera le maître en quoi c'est tout, dit Humpty Dumpty. Donc il y a... Bon, après, donc, il revient à Humpty Dumpty dans le professeur Snape. Oui, je voulais juste faire une petite remarque à la question de la traduction que Lynn nous a souligné. C'est que, en fait, de toute façon, le psychanalyste est un traducteur. Donc, j'ai l'habitude de faire des traductions, toi aussi, et on sait très bien qu'à certains moments, on doit interpréter, c'est-à-dire on doit traduire des choses, donc on interprète. L'interprétation, elle est d'une certaine manière une traduction. Ça, c'est une première chose. Donc Alice, ce qui est intéressant, c'est que je vais introduire une traduction supplémentaire qui n'est pas française, qui est portugaise. Parce que je l'ai lu quand j'étais enfant. D'abord, j'avais très peur de ce livre, que je cachais. Et très haut dans l'armoire, et de temps en temps, j'allais prendre. Je ne sais pas pourquoi j'allais prendre, parce que j'avais peur de ce livre, mais j'allais le prendre. Il était en anglais, alors que je ne savais pas très bien l'anglais, mais il y a les dessins comme ça me faisait très peur. Et puis, je l'ai lu plusieurs fois, dans plusieurs langues, sauf en anglais, parce que je ne domine pas l'anglais. Mais je ne sais pas si c'est à travers le miroir, il y a une chanson
je ne sais pas à quel moment, cette chanson apparaît. Et c'est des mots qui n'ont aucun sens. Donc c'est des signifiants qui n'existent pas, ni en anglais, ni en français, ni en portugais. C'est Jabberwock. En portugais, on a demandé à Alberto de Campos, qui est un poète de la poésie concrète, à le faire. Et en fait, c'est-à-dire, je le sais par cœur, et c'est comment j'arrive à savoir par cœur quelque chose qui n'a pas de sens. Oui. Parce que le signifiant a été musiqué, c'est-à-dire les Brésiliens c'est beaucoup plus facile de savoir quelque chose quand il y a une musique. Donc, mais on comprend, le signifié, on le donne. C'est le lecteur qui donne le signifié. C'est, je vais dire en portugais, je sais en portugais. Eram brilhos as lemolevas touvas, rodavam e roviam nos ramilvos. Estavam mimsicais as pintalovas, e os momirratos davam grivos. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on comprend rien, ça veut rien dire, mais le phonème, et ça c'est un mécanisme de l'inconscient, le phonème nous fait en fait donner un sens à la chose. Donc on comprend que os momirratos, c'est momrats en anglais, non? Os momirratos, os momrats, non? Il y a momrats aussi en anglais, non? Dans cette chanson. Le momrats. Os momirratos davam grivos. Hein? C'est-à-dire le phonème, ça fait comme à l'inconscient, ça nous donne un sens dans le jeu de mots. Hein? Non, dans l'idéologie, ça veut dire dans les mots. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Et c'est la même chose en anglais, ça veut dire en anglais aussi, ça n'a pas de sens, oui. Mais on comprend quand même quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une certaine explication dans le texte. Oui. Et puis, j'étais très étonnée que René parle de la mort, parce que je ne sais pas si tu te souviens que Lacan, il disait que nommer, donc le nom est la mort de la chose. Donc, le nom est la mort de la chose. Et il a fait un jeu de mots, il disait tu es cela. Donc tu es cela dans le verbe, vous êtes ça, hein, tu es cela, il y a tué. Donc il a fait ce jeu de mots aussi. Enfin, vous connaissiez ça, donc qu'il avait dit ça, que le nom est la mort de la chose. Ouais, voilà. Mais encore une fois, et peut-être la naissance d'autre chose. C'est pas que seulement une mort, mais aussi possiblement une naissance. Je veux dire quelque chose par rapport à justement maintenant j'ai perdu le fil. Ah oui, enfin vous connaissez le célèbre film le poète Le Miroir, avec les miroirs sont des portes par lesquelles la mort va et vient. Merveilleux film des années 50. C'est Jean Cocteau. C'est Orphée. Ah oui. Voilà. Ah, c'était très impressionnant. Et les mots aussi, parce que les mots, encore une fois, sont des miroirs. Un mot, c'est le miroir d'un objet, d'un événement. C'est les mots qu'on utilise pour les refléter. En parlant de pouvoir et le sens des mots, c'est tout à fait vrai. Donald Trump, il peut dire n'importe quoi, c'est vrai. Il est au pouvoir, on ne peut rien faire. Et il y a d'autres exemples, évidemment, tout le temps. Et donc c'est une réalité, c'est pas seulement un jeu d'un livre d'enfant. C'est celui qui décide, qui est au pouvoir, qui peut décider ce qu'un mot veut dire. Et bien sûr, il n'y a aucun lien logique préétabli entre un mot et son sens. Aucun. On crée des mots pour signifier quelque chose, mais c'est pas donné, c'est créé, encore une fois. Et c'est ça qui est important, de se rendre compte de tout ce qui est créé. Pourquoi, par qui, et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Ça, je te souviens.
Une question. Je pensais par rapport à ça aussi à une certaine magie où Orphée justement, et puis un charme de la musicalité elle-même, ou de quelque chose qui effectivement ne fait sens dans la porte que ça ouvre justement, et qui n'est pas, qui est peut-être probablement du sens du monde lui-même, mais simplement un petit peu comme ce serait organique, quoi. Ce serait organique, il y a quelque chose un petit peu comme si on prépare une recette et puis on ajoute un ingrédient et tout à coup ça prend forme, c'est chimique et ça crée par soi ça nous transporte, ça nous fait traverser quelque chose. Oui. De l'ordre de la joie, et de l'ordre de ce dialogue qui naît de ce dialogue. Voilà. Non, moi je suis vraiment tout à fait d'accord et ça rejoint ce que tu disais avant. C'est que quand on pense à sens, on pense à signification, on va chercher le sens dans un dictionnaire. Mais tout a sens. Des choses comme par exemple, Deleuze disait, un pas de danse, ça a un sens. Un accent portugais a un sens. La joie a un sens. En fait, la relation, sans doute. En parenthèse, Alice Liddell, donc, quand elle est décédée, avait laissé des textes sur sa relation avec... et c'était un texte tout à fait positif, en parenthèse. Donc, il y avait... mais il y a un geste dans notre façon de communiquer ou de ne pas communiquer qui a un sens, sans que ce soit signifiable, en fait. Ou bien à nous de donner signification et le tuer, et peut-être, encore une fois, dire quelque chose d'autre. Moi j'avais une question. Vous avez parlé d'une opposition entre mise en scène, entre deux metteurs en scène, un metteur en scène qui est une manière très réaliste et à l'opposé, un autre metteur en scène. Vous pourriez nous en dire plus par rapport à cette opposition dans la mise en scène, par rapport au théâtre, plus vous êtes spécialisé là-dedans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que justement qu'il y a, enfin, pour répéter ça d'abord, il y a des gestes, il y a des accents qui ont un sens, voilà, et qu'on ne peut pas traduire. Et quand on met en scène, par exemple, j'avais fait donc une pièce avec Alice Wonderland, en fait, qui s'appelait Alice, avec 3 Alice, justement, dédoublement, triplement. Il faut trouver, encore une fois, les gestes et la façon de faire qui contribuent à d'abord une lecture de l'œuvre, c'est-à-dire d'ouvrir des possibilités qu'on n'a pas vues ou senties ou essayées, peut-être, comme une traduction, mais en fait, sur scène, c'est plus intéressant parce qu'on peut utiliser le corps. Parce que bien sûr qu'avec le corps, on peut dire beaucoup de choses sans texte, en fait. Ou bien avec l'éclairage, ou bien avec des pas de danse, ou bien avec, enfin voilà, tout ce qui n'est pas verbal. Tandis que dans une traduction, on est limité, entre guillemets, à utiliser que le langage. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est passé de l'œuvre elle-même dans une sorte de conscient collectif? Parce que je pense à une mise en scène de Bob Wilson, dans Orlando, Orlando tout à coup se baisse, et puis sur scène il y a justement une toute petite porte. C'est-à-dire que l'histoire même d'Alice, ou le personnage, ou alors l'incarnation, ou la présence, elle est tellement présente pour chacun qu'elle revêt un
ici, un sens presque animé. Bob Wilson avait fait un travail sur Alice au Pays des Merveilles avant de faire Orlando. Et puis Orlando, bien sûr, c'est aussi d'une transformation. C'est aussi d'un miroir, évidemment. Homme-femme, enfin, voilà. Et donc c'est peut-être juste un petit rappel que quelque part Orlando c'est aussi une Alice, finalement, dans une certaine mesure. Oui, il y a un rapport à la mort, à la renaissance. Oui. À cette métamorphose intérieure qui fait qu'il y a quelque chose qui est au travers de la lumière, par exemple. Mais ça, au travers de la lumière, parce que j'avais travaillé sur le spectacle, au travers de la lumière, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, qui n'est pas du tout visible. C'est de l'invisible. C'est de l'ordre de l'invisible. Et comme je le disais... un peu comme si tout à coup quelque chose fond. Et c'est très troublant parce que c'est fou. Effectivement, la lumière, évidemment, ça donne un sens sans qu'on puisse forcément donner une signification. Et encore une fois, la photographie, c'est quoi? C'est écrire la lumière. Et on travaille la lumière. Et en parenthèse, ces photos sont très belles. Les photos de Lewis Carroll.